bienvenue sur Ma Parole, une série de podcasts proposés par les volontaires boosters d'Unicité de Reims. Bonjour à tous, bienvenue sur Ma Parole, podcast présenté par les volontaires d'Unicité. Je m'appelle Matho et je suis accompagné pour ce podcast de Julien. Salut Matho. Est-ce qu'on peut avoir une petite présentation de Matho alors, qui est-il ? Alors, je suis Matho, j'ai 20 ans, je suis non-binaire déjà depuis bientôt 1 an, même si évidemment on en reparlera. Et le podcast portera aujourd'hui sur le sujet du genre. C'est un sujet complexe, très politisé aujourd'hui, mais c'est avant tout un sujet qui est pluridisciplinaire. C'est un sujet qui touche à la sociologie, à la psychologie, à la philosophie et même à l'économie. Donc plein de disciplines sont touchées par ce sujet. Il décrit donc la division entre les deux catégories majoritaires, hommes et femmes. On va refaire une précision après ça, mais là on parle de divisions qui sont ancrées culturellement. Je donne un exemple très simple. Il y a des domaines de métier ou simplement des apparences qui sont connotées masculines et d'autres qui sont connotées féminines. Par exemple, la mécanique, c'est très connoté masculin. Les métiers manuels, pareil. Ou alors, les rôles de tout ce qui est dans la maternité ou dans le soin, ça dépend. C'est aussi connoté féminin. Ça dépend de l'époque. Ça touche aussi le style vestimentaire et l'apparence. Et comme je l'ai dit, plus globalement, on a la masculinité qui a des caractères, par exemple la virilité, par exemple, ou la féminité qui, par exemple, fait plus un focus sur l'apparent, l'émotionnel, le maternel. Donc ça tend à changer, parce que, comme on a cité, c'est très culturel, mais ça reste ancré. Ce genrage, et cette binarité d'ailleurs du genre, elle se ressent jusque dans la langue. Par exemple en français, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a les pronoms il et elle qui sont très majoritaires. Et quand on parle de genre, il faut bien le distinguer du sexe. Si ces deux mots existent, c'est qu'ils ont bien une différence. Alors le sexe est entre guillemets inné. Là on parle bien de genre, donc c'est-à-dire tout ce qui est la construction qui s'est posée autour de cette notion de sexe. Donc c'est un caractère purement culturel et social, et comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ici, c'est bien femme dans le sens culturel, plus que physique, c'est-à-dire plus au-delà de la biologie. C'est intéressant tout ce que tu dis Matho, parce que ce sont des notions qui sont assez jeunes, assez récentes pour le tout venant, même si c'est des choses qui existent depuis longtemps. Exactement. Finalement, mais qui culturellement, médiatiquement, j'ai envie de dire, explosent depuis quelques années seulement. C'est une notion qui est très récente, oui. Donc c'est bien de l'avoir contextualisée, c'est bien de l'avoir cadré un petit peu. Je crois que dans cet épisode, on a compris qu'on pourrait en parler longtemps. Pour angler un petit peu, tu as décidé de parler, toi, beaucoup de transidentité, c'est ça ? Exactement, parce que la transidentité, comme le sujet du genre en général, a fini par devenir politique. Et pour éviter toute forme de fausses informations, mais surtout plus de clarté, on va revenir aux bases. Donc la transidentité, simple définition, ça regroupe l'ensemble des personnes qui sont en inadéquation avec le genre qu'on appelle assigné à la naissance. Donc par exemple, dans le langage des milieux trans, on va parler de AMAB et AFAB, qui viennent de l'anglais Assigned Male at Birth ou Assigned Female at Birth. On parle de transidentité au pluriel parce qu'on sait qu'il n'y a pas qu'une seule transition universelle. Ça dépend fort des personnes, qu'il n'y a pas d'obligation, c'est pas obligatoirement dans la binarité. Donc on va parler évidemment de quelque chose qui me touche, donc la non-binarité plus tard. Ouais. Par exemple, pour vite fait expliquer aussi d'autres concepts, les personnes cis, donc c'est CIS, donc c'est les personnes justement qui sont en adéquation avec le genre qui leur a été assigné, donc ça compose la majorité de la population aujourd'hui. On a d'autres notions comme par exemple l'euphorie et la dysphorie de genre. Euphorie de genre, c'est quand par exemple, alors ça arrive aussi, et c'est pour ça que c'est difficile de s'en rendre compte. Ça arrive évidemment pour des personnes cis, donc par exemple un homme qui se sent très à l'aise dans son identité d'homme aimera bien, ça dépend fort des personnes, avoir peut-être plus de muscles, donc ça c'est de l'affirmation de genre. Mais du coup chez les personnes trans, quand on parle d'euphorie de genre, c'est par exemple la première fois qu'une femme trans va commencer à mettre des vêtements féminins, ça va
elle sera bien dans son identité. Elle sera heureuse et surtout se reconnaîtra. C'est très difficile de décrire ce sentiment. En fait, c'est un ressenti d'épanouissement quelque part. Exactement. C'est un chemin vers l'épanouissement. Exactement. Et du coup, dans l'opposé, on a la dysphorie de genre. Alors, la dysphorie de genre, on a tendance à le psychiatriser énormément. Oui, ça peut regrouper des phénomènes qui peuvent aller loin, comme par exemple vraiment une haine de son apparence, de soi-même. Mais ça peut aussi être, par exemple, et c'était mon cas, ne pas s'occuper de son apparence. On ignore vraiment qui on est et c'est pas non plus ne pas se reconnaître dans le miroir, mais on se dit que son apparence n'importe peu. Et c'est pas dans le sens positif du terme à ce moment-là. C'est vraiment dans le sens où je m'en fiche de moi-même, de mon corps. Okay. Ça va jusqu'à la problématique de la confiance en soi ou c'est des choses qui sont liées ? Ça peut être lié, en effet, vu que c'est pas pour rien qu'on parle de transidentité. Son identité, c'est quelque chose d'important. L'identité, c'est la manière dont on se voit et dont on veut être perçu par les autres. C'est quelque chose qui, psychologiquement et socialement, est très important. Donc oui, ça touche la confiance en soi. Alors justement, tout ça nécessite, c'est intéressant ce que tu dis Mato, ça nécessite un parcours, un cheminement, hein. Tout ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Est-ce que tu peux l'expliquer parce que la transidentité, justement, ça se construit quelque part ? Alors, petite aparté très vite fait, on parle bien de l'identité et pas de l'expression, parce que on peut confondre, et certains le font, les hommes qui sont féminins par exemple, donc des hommes qui s'habillent de manière très féminine ou des femmes très masculines avec de la transidentité. Évidemment, on parle bien d'identité, donc pas d'apparence. C'est quelque chose qui est plus profond. Mais ça rentre en jeu. Mais le parcours général, comme on l'a dit, il n'y en a pas qu'un. Ça commence généralement par le questionnement. Donc à ce moment-là, soit parce qu'on a entendu le sujet, soit parce qu'on s'en rend compte soi-même que, par exemple, un garçon qui va se dire « Ah, en fait, je sais pas, moi, j'aimerais bien porter des vêtements beaucoup plus féminins et je me reconnaîtrais mieux là-dedans. » Voilà. Ouais. D'ailleurs, généralement, petite aparté rigolote, on appelle les personnes qui sont en questionnement ou alors parfois même qui ignorent un peu le sujet, mais qui ont ça sous le tapis, des eggs, donc des œufs, à tel point que lorsque la personne se rend compte et décide de sauter le pas, on appelle ça briser la coquille. Après le questionnement, on peut avoir le choix du prénom et des nouveaux pronoms. Donc, ne pas respecter ses choix. Par exemple, pour le nouveau choix du prénom, l'ancien prénom est appelé le dead name. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il est mort. On peut aussi l'appeler nécronyme ou morinon. Alors, c'est des termes qui sont beaucoup moins utilisés. Mais j'aime bien le mot nécronyme. C'est très stylé. Francisé, très bien. Et ne pas respecter, par exemple, le choix des pronoms aussi, ça s'appelle du mégenrage. Ça peut causer, du coup, de la dysphorie. Et plus généralement, c'est un manque de respect envers l'identité de la personne. On a, du coup, dans tout ça, le coming out social aussi. Donc, que ce soit à sa famille, à ses amis, les connaissances, les collègues. Donc, évidemment, ça peut parfois être difficile. On peut avoir des réactions qui peuvent aller soit de je suis contente que tu t'es découverte. Mais on peut aussi avoir évidemment des réactions très partagées, voire négatives. Hostiles, oui. Donc le plus gros sujet, par exemple, c'est la famille, parce que les personnes trans sont très exposées à de la violence familiale lors du coming out, ou même en général post-coming out. On peut avoir des réactions qui font de tu m'as déçu, par exemple, c'est très commun, ou alors j'ai perdu mon fils ou ma fille. Parfois, carrément, ça peut aller de l'exclusion du foyer. Et ça, c'est évidemment illégal, mais surtout triste et très grave, et malheureusement trop commun encore aujourd'hui. Mais évidemment, le coming out social est important et surtout n'a pas que des désavantages, au contraire. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'étape où on peut être reconnu par ses pairs comme ce qu'on est, et c'est très important. Évidemment, c'est des étapes qui peuvent ne pas forcément être dans l'ordre, même si généralement, évidemment que le questionnement, on commence par le questionnement, oui, bien sûr. Exactement. Donc on peut avoir le style général de la personne qui change pour par exemple le genre voulu. Donc ça peut très bien être pour une femme trans de commencer à changer ou du moins avoir dans sa garde-robe des vêtements plus féminins ou du maquillage, ça peut très bien être ça. Ou justement
pour des hommes trans de se débarrasser de vêtements trop féminins pour le coup. C'est un cheminement qui peut se faire sur des durées qui sont très aléatoires. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre énormément de temps. Tout dépend de la personne, de son milieu aussi. On reparlera de ça parce que, par exemple, on a aussi des petits pas en arrière, puis repas en avant. Donc ça sera dans le sujet de la détransition. Mais ça peut être très variable, comme j'ai expliqué, dans les durées, dans l'ordre. Et dans tout ça, d'ailleurs, il faut parfois faire de la déconstruction des acquis du genre de naissance. Ça, c'est très abstrait. C'est très compliqué, mais ça va aller de certains caractères où on ne se reconnaît pas, qu'on va travailler dessus. On va rentrer un petit peu dans le médical avec les prises hormonales. Donc, par exemple, la testostérone, hormone masculinisante, qui s'injecte. Ou l'œstrogène ou la progé qui... Alors, pour l'œstrogène, ça peut s'injecter, mais c'est un flou juridique en France. Donc, les œstrogènes dites légales se trouveront sous forme de gel. Pareil pour la pilule, la pilule d'œstrogène, je parle. Les pilules d'œstrogène ont été interdites car elles causaient beaucoup de problèmes au foie. Mais bon à savoir. Ouais, voilà. Tout ça d'ailleurs, que ce soit dans les vêtements, la prise hormonale, ça vient dans une démarche qui va être ce qu'on appelle de l'expression de genre, qu'on va souvent nommer du passing. Donc par exemple, quelqu'un qui a un bon passing féminin, c'est quelqu'un qui justement, pour une personne, je sais pas, au hasard dans la rue, ressemblera bien à une femme de son point de vue. C'est important pour les personnes trans parce que ne serait-ce qu'aller aux courses et être reconnue comme femme, ça provoque de l'euphorie de genre. Ça, c'est, en fait, on est enfin soi. C'est en ça justement que la prise hormonale est plutôt importante en fait pour la plupart des personnes trans. On a dans les autres trucs globalement de l'électrolyse, les lasers ou épilation. Donc ça c'est pour tout ce qui est barbe et poils. Les binders pour les personnes AFAB, dysphoriques de leur poitrine. Si ces personnes n'ont pas eu de bloqueur durant leur adolescence, donc bloqueur hormonal, pareil, ça permet de bloquer les hormones. Donc ils sont formés globalement. Voilà, en gros, la poitrine est formée et du coup, les binders, c'est ce qui permet de serrer la poitrine pour qu'elle se voit beaucoup moins. Donc là, on parle vraiment dans les opérations. Par exemple, la mastectomie qui va justement retirer, je le résume très vite, retirer le volume de la poitrine ou la vaginoplastie. On peut en avoir d'autres d'opérations. Il y a ces étapes, comme j'ai dit, optionnelles. Par exemple, beaucoup de femmes trans ne veulent pas forcément avoir de vaginoplastie. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas qu'une seule transition universelle. Donc voilà. Tout ça nécessite aussi un accompagnement, j'imagine, psychologique, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir... pardon de le dire comme ça, mais à regretter son choix quelques années plus tard. Alors, ça nécessite un accompagnement psychologique, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Après, on va revenir sur le sujet de la détransition, encore une fois. Alors, je vais appeler ça, c'est un sujet qui existe, mais c'est plus une panique morale, parce qu'il est très minoritaire. Il y a des statistiques que je vais citer plus tard sur ce sujet. On y reviendra. Mais en effet, il y a parfois besoin d'un accompagnement psychologique, parce qu'il peut y avoir des choses qui se sont accumulées autour. Donc par exemple, durant le questionnement et même le coming out, des harcèlements ou des difficultés sociales qui peuvent mener à des problèmes psychologiques. Mais c'est pas lié directement à la transidentité, c'est plus le milieu dans lequel elle s'inscrit. C'est l'environnement et l'acceptation que ça nécessite. Alors, c'est hyper passionnant, Matho, on pourra en parler en vrai pendant des heures parce que c'est des vrais sujets. Le mieux peut-être, c'est quand même d'entendre des vrais acteurs sur le sujet. Je crois que tu es allé chercher quelques témoignages à nous proposer, c'est ça ? Exactement, j'ai 2 témoignages, donc respectivement de Cassandre et de Gwen, qui sont 2 personnes qui sont à l'association Execo de Reims et qui ont accepté de témoigner pour ce podcast. On écoute Cassandre d'abord ? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour, en premier lieu, tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Cassandre, j'ai 26 ans, je suis trans, non-binaire, et voilà. Et les pronoms, du coup ? Du coup, les pronoms, c'est elle et yel. Ok. Quel a été ton parcours de transition, par exemple, la découverte de cette identité ? Je pense comme beaucoup de personnes trans, il y a eu un moment... Moi, c'était surtout en étant ado où je comprends qu'il y a un truc qui va pas avec mon corps, mon ressenti par rapport aux autres et tout. Mais je savais pas trop mettre de mots là-dessus, comprendre, donc j'ai un peu mis ça sous le tapis. Et c'est plus il y a 6 ans maintenant où ça a commencé à me revenir un peu dans ma vie, commencer à m'impacter sur le plan personnel, mental.
Et du coup, avec Internet et tout, en parlant, plus je pouvais parler anglais à ce moment-là, j'ai commencé un peu à comprendre, à mettre des mots sur ce que je ressentais, et puis ça m'a aidé à comprendre. Et du coup, maintenant, alors je suppose que la transition, ça dépend des personnes, mais n'est jamais vraiment finie dans le sens où on évolue constamment avec notre nouvelle identité. Et maintenant, du coup, tu te sens comment Moi, je me sens bien maintenant. Mhm. Je considère que ça fait 5 ans que j'ai commencé ma transition. Je pense que ouais, ça se terminera jamais. Mais je me sens bien dans mon corps. Je me Ok. sens bien avec moi-même. J'avais justement des craintes vis-à-vis de sauter le pas, par exemple, à l'époque où tu commençais à justement avoir des mots sur ça. Ouais, les craintes, c'est déjà d'un point de vue personnel, on peut pas, même si je savais que c'était ça et tout, on peut pas s'empêcher de douter. À un moment, Oui. on pouvait pas m'empêcher de me dire, peut-être que c'est pas ça, puis il y a un autre truc qui va pas. En fait, c'est pas le cas du tout, hein. C'était bien ça et ça va mieux depuis. Puis après, il y a les craintes vis-à-vis de l'entourage, ma famille, on sait pas comment ils vont prendre ça, avec le travail, est-ce que ça va pas rendre les choses compliquées dans la vie de tous les jours, il y a tous les facteurs extérieurs après qui font un peu peur, mais bon, c'est pas grave, ça vaut le coup quand même. Et du coup, actuellement, je sais pas si comment tu le ressens vis-à-vis des personnes non informées ou plus généralement du milieu de. Je sais pas, tu habites à Reims? Ouais. Ouais. Donc du milieu de Reims, est-ce que ça va? C'est pas trop compliqué ou au contraire, des fois il y a des difficultés à. Non, à Reims, ça va. Je pense que j'ai des difficultés, c'est les mêmes que toutes les personnes Oui. trans. Par exemple, quand on a besoin de sortir sa carte d'identité ou sa carte vitale et que c'est pas cohérent avec l'apparence, les gens ils vont tiquer ou vont pas savoir comment s'adresser à toi. Mais Ok. la plupart du temps, ça se passe bien quand même. Intéressant et fort ce témoignage de Cassandre. Mato, on écoute tout de suite Gwen. Gwendoline, oui. Allez, on y va. Du coup, moi, c'est Gwendoline. Je suis militante à l'association Execo, donc association LGBTQIA+ de Reims. Je suis une vieille militante LGBTQIA+, parce qu'avant, j'étais sur la fac de Reims avec l'association Homozygote. Et on va dire que je suis militante queer. Déjà ton parcours de militant, à peu près combien de temps? Ouais, moi j'ai 38 ans et j'ai commencé vraiment ma militance à 18 ans, en arrivant à la fac en fait à Reims. À la base, je viens des Ardennes. Et en fait, quand je suis arrivé à la fac, tout de suite, je me suis mis dans un syndicat et puis j'ai commencé du coup à militer. Je me suis retrouvé très vite donc dans l'association Homozygote. Alors, je sais pas si je pouvais dire que j'étais en questionnement, mais je savais que j'étais bizarre. Et du coup, en entrant là-dedans, je pense que j'ai pu m'interroger sur ma bizarreté. Et au final, petit à petit, ça a pris quand même bien 5-6 ans, je pense. J'ai commencé à découvrir le mot transgenre et du coup, je me suis rendu compte que c'est ce que j'étais. Et donc, du coup, maintenant, je sais que je suis une meuf trans, Gwyn. Donc, j'ai passé 9 ans sur le campus, activement dans l'association Homozygote. Donc, on avait un local avec une petite cafette pour justement attirer les gens à venir nous voir sous l'excuse de la cafette alors que c'était pour parler de leur sexualité. On avait des actions de sensibilisation sur les LGBTQIA+, sur le campus. On faisait de la prévention MST, IST, SIDA. Et puis on avait des moments festifs justement, alors soit dans la communauté et des fois aussi en interassociatif avec d'autres assos étudiantes. Ce qui permet justement du fait qu'on soit présent avec les autres assos de filière, on va dire, ça permettait justement de parler d'homosexualité pendant la soirée, quoi. C'est ça qui était assez intéressant. Et à l'association du coup Execo, il y a depuis combien Là, de moi, temps? ça fait 3 ans que je suis arrivé à Ok. Execo. Donc, je suis rentré dans Execo pour reprendre le groupe trans qui avait à l'intérieur de l'asso qui s'était arrêté. Donc, on l'a rebâti avec le président actuel qui s'appelle Sam pour construire Genre en question, maintenant, c'est le nom du groupe trans. Donc, c'est un rendez-vous qu'on fait chaque mois avec un thème. Et en même temps, avec ce groupe trans, on fait aussi, alors là en individuel, des accueils pour des personnes trans en questionnement ou des personnes trans qui ont besoin d'informations. On peut recevoir des parents qui se posent des questions pour aider leur enfant dans leur transition, ou juste de comment dire les bons mots, ou pouvoir aussi parler des doutes et des craintes qu'ils n'ont pas envie de partager avec leur enfant pour pas les inquiéter. Donc tu as vu passer beaucoup de différents parcours au final. Et j'ai vu beaucoup de générations différentes. Sur le plan militant, on va dire LGBT, quoi. J'ai eu l'avant Pax, l'avant mariage, des gros moments, on va dire, de la lutte LGBT, la dépsychiatrisation des personnes trans, des trucs, quand même chouettes.
on a quand même des victoires. Du coup, question un peu plus compliquée, je dirais, parce que ça dépend des parcours, ça dépend des personnes. Est-ce que tu saurais dire justement c'est quoi le paysage pour le moment? Vu que ça fait quand même pas mal de temps que je suis active sur Reims, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de socialités en bar. On est monté jusqu'à 5 bars LGBT à Reims, ce qui est quand même assez impressionnant pour la petite communauté qu'on a ici. C'est vrai que c'était vachement chouette, parce que du coup, il y avait un peu pour tous les goûts. Et alors moi, je suis pas du tout bar, c'est pas ma socialité, enfin j'y vais juste pour faire voir des concerts. Mais c'est vrai que c'est un lieu quand même important où on peut se retrouver en tant que communauté. Mais tout a fermé, alors je pense qu'il y avait un peu le côté, le TGV qui arrivait, donc qui permettait d'être très proche de Paris, donc ce qui poussait encore plus les gens à aller sur Paris. Et surtout les applis de rencontres qui ont fait que maintenant la rencontre pouvait se faire ailleurs que dans les lieux de société LGBT et qui du coup a fait peut-être que tout s'est fermé. Sinon, alors je disais, Reims c'est une ville de droite, donc c'est une ville très compliquée pour la militance. T'as l'impression qu'il faut faire 3 fois plus pour avoir pas grand-chose. Donc j'avoue, ça peut être très frustrant. Moi, je reste parce que je suis masochiste. Et je me dis que si je pars, il n'y aura plus rien, donc du coup, faut pas. Mais ça, je pense que ça complique fortement le fait d'essayer de créer dynamique, de lancer des trucs. Mais bon, on y arrive. Alors actuellement, je dirais que Reims, il n'y a pas beaucoup de personnes... Enfin, ici, il y a des personnes queer, mais il n'y a pas vraiment d'énergie queer comme on peut avoir dans certaines villes. Oui. Même dans certaines villes, je sais que ça reste quand même des minorités de personnes qui tiennent le truc. Mais là, c'est vrai qu'il y a un peu un petit désert queer. On est 2-3 potes à moi qui un peu les gens un peu atypiques du milieu, mais bon, c'est comme ça, on fait avec quoi. Et au niveau de la communauté LGBT, du coup, il y a l'asso Execo là que j'ai rejoint depuis 3 ans, qui du coup existe depuis 27 ans maintenant. Mais bon, on est là, mais comme je dis souvent, si on veut nous voir, il faut nous chercher quoi. Du coup, vis-à-vis de ce paysage, on a compris qu'il n'est pas forcément le plus accueillant pour les personnes queer ou même LGBT. Pour les parcours que tu as vus, par exemple, que ce soit avec, là tu avais dit rassurer les parents, mais par exemple, je suppose qu'il y a aussi des personnes trans qui sont dans une situation familiale compliquée, parce que en tout cas, de mon point de vue et de mon ressenti, j'ai l'impression que c'est malheureusement très commun. Après, là, il y a quand même sur le côté compliqué à Reims aussi, c'est une vie quand même pas mal homophobe, parce qu'on a eu le meurtre de François Chenu en 2002, donc qui a quand même vachement marqué la communauté sur Reims. Et aussi, on a eu le meurtre, là, maintenant ça va faire 3 ans, je crois, de Paula, donc une personne trans qui a été tuée à son domicile. Donc ça montre quand même que le climat rémois est pas forcément très queer flânerie. Et puis bon, il y a des agressions trop souvent. De toute façon, une agression c'est déjà trop. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais bon, après ça, je pense que c'est un peu partout quoi. Et donc du coup, comme tu as pu voir beaucoup de parcours de personnes différentes, les principales difficultés du coup à laquelle se heurtent les personnes queer, LGBTQ+, seraient quoi en résumé? Alors, à Homozygote, ce qui était super intéressant, c'est que, comme je dis, souvent les gens ils venaient pour commander une pizza ou prendre un snack ou une boisson. Et plus tard, du coup, ils osaient faire un coming out et commencer à discuter. Et c'est impressionnant de voir des gens qui arrivent, qui sont, je dis, au-delà du côté compliqué de passer la porte d'une asso LGBT, il y a quand même ce truc qui ont peur, quoi, qui sont recrevés sur eux, qui parlent presque pas, qui sont totalement refermés sur eux-mêmes. Et après quelques années, du coup, d'être dans la communauté, qui du coup deviennent eux en fait, et se libèrent. Et je peux dire qu'il y a une bonne dizaine de personnes que j'ai vues avant et après, et c'est impressionnant, c'est pas les mêmes gens, quoi. Parce que du coup, il y a ce truc de voir que, déjà, même si, bon, là je parle des années 2000, au début des années 2000, donc c'était encore une époque où il n'y avait pas forcément de représentation dans les séries, dans les films, ou très rare, ou très caricatural. Et donc du coup, je pense que puis bon, l'homophobie était peut-être plus habituelle, et enfin même limite on parlait pas de LGBT forcément. Donc je pense que ça a été vachement plus dur de s'assumer, surtout ce côté, je sais pas, moi ça m'a fait ça sur ma transidentité, c'est de dire j'avais l'impression que j'étais seul en fait, qu'il y avait que moi qui pensais ça, que j'étais du coup donc bizarre et que tant pis, où il fallait que, je savais pas trop comment le gérer, mais du coup c'était là et c'était comme ça quoi. Et juste de voir que non mais il y a d'autres gens qui peuvent être attirés par des mecs, qui peuvent être attirés par des meufs, du coup ça rassure parce que c'est moi, je suis pas folle, je suis pas la seule. Et du coup je pense que ce côté communautaire il est super important.
Parce que après, pour moi, les associations, en fait, c'est des outils. On est là, on propose des choses et les gens, ils doivent nous servir de nous pour trouver l'aide qu'ils ont besoin, quoi. Donc ça peut, là, je disais tout à l'heure, les parents qui viennent pour être sécurisés et savoir un peu comment aider leur enfant trans. Donc je pense que c'est ça, c'est important parce qu'on peut permettre à des personnes, mais au lieu de finir dans l'ostracisme, d'essayer de comprendre. Il y a aussi par exemple du harcèlement qu'il peut avoir, que ce soit en milieu scolaire ou de travail, donc ça peut aider aussi de ce côté-là. Chez certains parents, là, par rapport aux questions, par rapport à la transition de leur enfant, je sais qu'on en avait eu quelques-uns où c'était quand même, je veux être sûr que mon enfant est trans. Et je lui dis, de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Mais bon, si vous l'appelez par le prénom qu'il a choisi et que vous lui achetez genre des vêtements dans le genre qu'il a choisi, si dans 6 mois il change d'avis, il n'y aura pas eu beaucoup d'investissement et un peu d'euros dépensés pour les fringues peut-être, et encore tu peux les récupérer peut-être en seconde main. Oui. Mais donc du coup, autant faire ça. Eh ben, merci de ton temps. Merci pour l'interview. Gwen pour les intimes, on l'a un petit peu dans ce podcast Mato. On vient de l'entendre évoquer un terme qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre dans ce podcast, en tout cas pas dans tes mots, c'est le mot queer. C'est peut-être intéressant de revenir dessus. Oui, queer, non pas CUIR, qui n'est pas la matière, mais le mot QU2ER, qui vient de l'anglais. Il a été abordé. Pour une petite définition simple, c'est anciennement une insulte anglaise, mais aujourd'hui, il a été réapproprié par la communauté. Il désigne aujourd'hui des personnes en dehors des normes de genre ou de sexualité. Voilà, c'est important de rappeler ce qu'est un queer. Tu voulais aussi, toi, apporter ton témoignage à ce podcast et merci de le faire. Merci d'ailleurs à Gwendoline et Cassandre de l'avoir fait tout à l'heure. J'ai oublié de les remercier. On sait que c'est des sujets qui ne sont pas simples. Autour, donc, on l'a compris, de la non-binarité, c'est peut-être déjà l'occasion de revenir textuellement sur la notion. Exactement. Comme on l'a vu, le genre, comme c'est une construction sociale qui a été très binaire pendant des années, beaucoup plus que des années en réalité. Donc pour le sujet de la non-binarité, comme on l'a vu, comme c'est des constructions sociales, elles peuvent être flexibles. Et donc des personnes, comme moi d'ailleurs, ne se reconnaissent pas ni dans le genre masculin, ni dans le genre et les normes féminines. Donc c'est un terme parapluie. Terme parapluie, ça veut dire que ça couvre beaucoup de situations en vérité. Hein. Exactement, parce qu'il peut recouvrir des personnes donc, généralement non-binaires sans plus de précision, mais par exemple agenre, il faut bien ne pas confondre aussi avec androgyne. Androgyne, c'est une apparence. Je parlais des personnes agenres, il y a aussi des personnes xénogenres. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est très compliqué et très difficile à aborder, simplement. Ou gender fluid aussi sont techniquement dans la non-binarité, peuvent se dire dans la non-binarité. Et je ne vais pas non plus dire tous les termes. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup et on peut comprendre que pour les gens qui découvrent un petit peu la problématique ou la thématique en écoutant ce podcast, ça peut paraître compliqué. À titre donc d'exemple, toi tu te considères donc non-binaire. Oui, exactement. Voilà. Alors tu peux nous expliquer un peu ce cheminement, comment tu t'en es aperçu, à quel âge, etc. En gros, je m'en suis rendu compte très progressivement. Quand j'entendais parler de la non-binarité au tout départ, je pensais que c'était plus une revendication sociale, comme on doit abattre les notions de genre dans nos sociétés. C'est pas exactement ça, vu que je n'avais pas pensé que ce serait une identité. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très controversé, mais petit à petit, je me rendais compte que quand j'en entendais, quand je voyais parler de la non-binarité, que ça me correspondait quand même beaucoup et que ça en était limite, j'allais dire inquiétant, mais c'était quand même très hasardeux, on va dire. Oui, en fait, le côté inquiétant, il émane du fait que ce soit pas quelque chose de très généralisé dans la société. Exactement, donc tu te demandes, est-ce que c'est normal que je pense comme ça, en gros, c'est ça. Hein. Exactement. Surtout que ça arrivait, t'es jeune, hein, donc ça arrivait. Les premières questions que tu t'es posées, c'est vers quel âge à peu près ? Ça va être difficile à remonter. À 18 ans, 17 ans, j'étais déjà à la fin de l'adolescence, et même encore avant ça, j'étais plutôt mal à l'aise et je me reconnaissais pas dans déjà des groupes d'amis masculins, mais pas non plus dans les groupes d'amis féminins. Donc je parle ici de plus de codes sociaux en général. Oui, bien sûr. Et je me dis non-binaire depuis déjà 1 an. Donc pronom IL, accord masculin ou féminin, qu'importe. On va revenir sur le IL, c'est compliqué, pareil. Hein. Je me situe pas très bien dans le spectre, hein, c'est-à-dire que je pense que je suis à peu près au milieu. Par exemple, dans mon parcours de transition, j'aimerais avoir une apparence plus androgyne,
C'est pas nécessaire pour la plupart des personnes non-binaires, mais moi, c'est mon cas. C'est ton choix, oui, voilà. Donc, voilà. Et si je dois aborder le sujet de la non-binarité en plus général, on peut déjà rebondir sur le pronom yel. Ouais. Donc, comme j'ai dit, c'est avec accord selon la personne. C'est pas le seul pronom neutre qui est utilisé dans la communauté LGBT. Yel est le plus commun, mais par exemple, certaines personnes pourront se vouloir plutôt utiliser le AL, le OL, donc c'est très rare, mais ça existe. Alors, je le connaissais pas, oui, effectivement. Ouais, en effet. Donc, pareil, pour les accords, ça dépend de la personne. Quand tu expliques ça à ton entourage, plus ou moins proche, tu le sens. Alors déjà, est-ce que c'est réellement aujourd'hui assumé pour toi ou c'est un chemin que tu fais encore ? Ou bien, et puis la deuxième question, c'est justement comment ça peut être perçu et comment tu te sens par rapport à ton entourage ? Alors, c'est un chemin évidemment que je continue à faire. Par exemple, mon coming out à ma famille n'a pas été fait officiellement, mais je pense que vu que j'ai littéralement un petit badge YEL sur ma chemise que je porte très souvent, je pense qu'ils s'en doutent. Après, c'est difficile à aborder parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas trop à comprendre. Donc, je le dis pas nécessairement à... Par exemple, certains collègues d'unicité l'ont su assez tard, alors que j'étais déjà NB à l'époque. Alors, NB, je précise, c'est le raccourci non-binaire. Ouais. Je me permets d'intervenir. Je sais que tu as des chiffres à nous donner là pour conclure, mais s'il y avait peut-être 1 ou 2 conseils à des gens qui nous écoutent et qui sont dans des situations qui ressemblent à la tienne, à la vôtre, avec Cassandre et Gwendoline qu'on a entendu auparavant, c'est quoi les premiers conseils ? C'est faire preuve de pédagogie, de s'assumer, c'est quoi ? Premier conseil, ça va être très large. Les premiers conseils déjà, c'est d'écouter ces questionnements justement, d'essayer de se poser et peut-être d'en parler à quelqu'un qui est proche de nous mais qu'on ressent safe sur ce sujet. Oui, important. C'est très important. Faut pas non plus... certains vont dire faut pas griller des étapes. Ça, c'est comme vous le sentez. Bon, évidemment qu'on va pas vous pousser à prendre directement des hormones. Il faut bien le dire. On pousse au questionnement dans le sens où... on pousse à la discussion, mais on va pas pousser non plus à prendre des hormones. Chacun son choix là-dessus. Et clairement, c'est un choix quand même, comme on l'a dit, qui est d'une certaine manière définitif. Donc, c'est un choix qui se réfléchit. Mais mon conseil, c'est aussi de peut-être s'assumer parfois, dans le sens où ça peut être très compliqué. De se dire, par exemple, j'ai des amis ou des connaissances qui sont très hostiles envers ce sujet. J'ai pas envie de les perdre, mais en même temps, je me sens très mal à côté d'eux. Parfois, ça peut être à votre choix, mais personnellement, j'ai décidé de faire un peu le ménage là-dessus et de m'entourer de bonnes personnes. Ça fait partie de l'épanouissement personnel. Exactement. Et dans le cheminement, c'est important. Dans le cheminement, c'est très important. Après, malheureusement aussi, pour les mineurs qui peuvent m'écouter, sachez qu'on va l'aborder très vite, mais... médicalement parlant et dans la transidentité en général, vous êtes dépendant de vos parents, donc ça peut être très compliqué. Il y a beaucoup de transphobie intériorisée de la part de certains parents, mais même sans s'en rendre compte. Ça peut être juste du déni, par exemple, des parents, donc ça n'arrivera pas à mon fils, ma fille, c'est pas possible. On en revient à l'héritage culturel dont tu parlais tout à l'heure en introduction. Et surtout, pour les parents aussi, il faut dire que c'est cette réaction... Elle n'est pas excusable, mais elle est compréhensive dans le sens où justement les parents aussi ont besoin parfois ont de la méconnaissance sur le sujet. Donc c'est important aussi pour eux de s'informer là-dessus et d'informer les parents avant justement de parfois faire un coming out à sa famille parce qu'ils peuvent simplement avoir une vision tronquée sur le sujet, comme on l'a dit. Ok, donc le coming out, il doit se faire de façon progressive aussi, c'est-à-dire que d'abord, il faut informer, conditionner, j'ai envie de dire, l'entourage à l'annonce quelque part. Je pense que c'est une bonne piste. Quand on voit par exemple que ses parents ne sont pas hostiles au sujet, il y a un tâtonnement qui est fait parfois. Ouais. Par exemple, parler de la transidentité pendant un repas avec son père et sa mère... parler vite fait du sujet, l'aborder sur la table et voir leur réaction, essayer d'en discuter. Ça peut être une indication, ça peut être tâter et prendre la température sur ça. Merci en tout cas pour tous ces conseils donnés. Je pense qu'ils seront utiles à beaucoup de gens. Alors peut-être que tu le diras, Matho, mais j'imagine qu'il y a plein d'associations ou de sources sur lesquelles on peut se rendre pour avoir un peu plus d'informations et d'accompagnement. Je sais que tu as quelques chiffres à nous donner aussi pour conclure. Oui. Alors, je vais faire une petite aparté aussi sur la non-binarité très vite fait, qui n'est pas reconnue médicalement en France. Donc,
pour moi, par exemple, je ne peux pas réclamer l'ALD 31, qui est ce qu'on appelle l'affection longue durée, qui rembourse des soins tels que les hormones, c'est une possibilité, mais l'épilation laser que j'aimerais bien faire. Et petite précision aussi, ça peut sembler paradoxal, voire frustrant de voir que des personnes trans ont une ALD, donc c'est-à-dire des remboursements de soins, pour des sujets qui nous semblent superflus. Mais on parle bien que de soins qui ne sont pas certes nécessaires à la survie, mais elle est comparable à l'échelle, par exemple, à la contraception. La contraception, elle n'est pas nécessaire à la survie, mais c'est quand même un confort important pour les personnes de se dire, là du coup pour la contraception, c'est de se dire qu'on est en sécurité vis-à-vis d'accidents ou de maladies IST pour la contraception, pour les préservatifs. Là c'est pareil, c'est des soins qui sont quand même importants psychologiquement à avoir. Pour ce qui est des chiffres, au niveau des statistiques, déjà le nombre de personnes trans en France, c'est très compliqué de mesurer. Ça peut aller selon les études, de 0,1 à 2%. On est quand même sur un facteur 20 de statistiques, parce que les critères changent énormément. Est-ce que l'étude prend en compte aussi des personnes non-binaires ? Est-ce que l'étude prend en compte que des personnes qui ont fait un changement de sexe physique ? Du coup, sur les statistiques de la détransition maintenant, c'est très entouré de mythes et parfois instrumentalisé à des fins transphobes, donc il faut bien remettre un point là-dessus. La détransition, elle peut désigner un arrêt temporaire, c'est d'où l'importance aussi de remettre le temporaire, ou définitif du processus de transition. Donc par exemple, là ça va être des chiffres que j'ai tirés sur une étude menée aux États-Unis. Donc je lis ce qui est résumé. Et pareil, dans LGBT Health en 2021, suggère que les facteurs externes à la personne sont les principales raisons de décision de retransitionner. Donc là on parle de retransition. Et selon le National Center of Transgender Equality, dans les résultats de son compte rendu en 2015, donc c'est pas si récent. Oui, ça commence à dater, oui. 8% des personnes trans interrogées avaient arrêté leur transition à un moment donné. La majorité des répondants ayant interrompu la transition ne l'ont fait que temporairement. Et 62% vivent au moment de l'étude dans le genre différent de leur genre de naissance. J'ai juste une complication sur cette étude-là, car l'échantillon n'est pas précis. Mais il y a des chiffres qui sont intéressants. Parmi les principales raisons mentionnées par les répondants ayant interrompu temporairement ou non leur transition sont citées, donc en non cumulable. La pression d'un parent, une raison non proposée par le sondage, donc ça on verra juste après, une transition trop difficile, donc par exemple on s'attendait à ce que ce soit dans des délais plus courts, ou alors justement médicalement c'est trop compliqué d'accéder à certaines choses parce que c'est aux États-Unis. Harcèlement ou discrimination à 31%, difficulté à l'embauche à 29%, 26% c'est la pression d'autres membres de la famille, et 18% la pression d'un partenaire marié ou non. Comme j'ai dit, c'est pas cumulable, donc là, c'est normal que la statistique fait un pourcentage supérieur à 100%. Et en revanche, du coup, 5%, soit 0,4% de l'ensemble des personnes de l'échantillon, se sont rendues compte que la transition de genre n'était pas pour elles. Ça montre aussi qu'il y a un certain aspect où on peut être perdu. Il faut bien se rendre compte aussi que la détransition, ça peut être parce qu'on a abordé le genre de manière binaire. Et ça, c'est aussi un truc qui est précisé. C'est que les personnes peuvent se dire « Non, au final, je ne suis pas femme trans. » C'est arrivé à une connaissance. Et dernier point, sur la transition des mineurs en France, il faut remettre un petit coup de ménage dans les idées reçues. Déjà, il faut l'accord parental. C'est nécessaire pour la prise en charge d'hormones, par exemple. Donc déjà des bloqueurs. Aucune opération n'est possible, aucune chirurgie n'est possible sur des mineurs dans le cadre de la transition. Donc ça, c'est important. Et je vais aborder une deuxième statistique de, cette fois-ci, de la détransition des mineurs. Donc on va combiner un peu les deux. L'étude de Trans Young Project a étudié la trajectoire de 317 enfants trans. Donc ça reste un échantillon plutôt correct, qui ont mesuré que 97,5% de ces enfants trans s'identifiaient comme trans en moyenne 5 ans après. Donc ça veut dire que même dans les 2,5%, il y a quand même des questionnements qui sont faits. Est-ce que c'était ce que je voulais ? L'étude montre que 7,3% des mineurs trans ont retransitionné, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté momentanément, au moins une fois, si bien qu'à la fin de l'étude, 3,5% des jeunes s'identifiaient comme d'un genre non binaire et 2,5% comme cisgenre, 1,3% des jeunes ayant retransitionné de nouveau vers le genre trans-binaire.
C'est compliqué, c'est beaucoup à digérer dans ces informations. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un pourcentage très faible. Déjà que le pourcentage de personnes trans tout court reste faible. Mais je peux passer peut-être à la conclusion, parce que là je viens de poser un peu plus les bases statistiques. La transidentité, c'est un sujet qui concerne directement des personnes. On peut en effet y voir une acceptation sociale difficile de la part des parents, de l'entourage, des collègues, et un parcours qui n'est pas du tout repos. Mais la route pour être soi, s'approprier son identité, c'est important pour beaucoup. L'euphorie que l'on ressent après se reconnaître et se connaître tout court aussi, être à l'aise dans son corps, et tout ça c'est important. Faut pas le négliger. Et de mon expérience maintenant, je suis heureuse d'être moi aujourd'hui. Encore une fois, j'ai un parcours qui reste à faire, mais comme d'ailleurs toutes les transitions, elles ne sont jamais vraiment achevées pour certaines personnes. C'est important de le dire. Eh ben, c'est une belle conclusion. Merci Matho pour ce témoignage. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné d'ailleurs dans ce podcast. Merci à tout le monde d'ailleurs de nous avoir suivis. On sait que le sujet est encore difficile aujourd'hui dans nos sociétés modernes occidentales. Exactement. Donc c'était important de faire un point là-dessus aujourd'hui. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain numéro de Ma Parole. À bientôt. À bientôt.